Bonjour à tous. J'interviens après Julien qui a fait, lui, un travail de recherche tout à fait universitaire, ce qui veut dire, c'est tout à fait synonyme de complet, et un travail qui est en marche aussi, comme dit quelqu'un d'autre, mais qui permet maintenant de collecter toute une série de nouveaux témoignages à l'échelle de la région. L'exposition que vous avez ici, et je crois qu'il faudra plutôt revenir quand il y aura moins de monde pour regarder les différents panneaux et lire les informations. Et puis aussi, vu l'heure, je ne veux pas vous retarder trop longtemps. Cette exposition, elle essaye de fixer une réalité qui était celle du début de l'année 2014. Depuis 2014, l'exposition circule dans les établissements scolaires essentiellement du Puy-de-Dôme et du Cantal, et aussi dans les villages qui comptent des justes, comme par exemple tout près d'ici, à Courpierre. Donc je pense qu'ici, il y a quelques professeurs d'histoire qui sont au collège du Billon et qui amèneront donc leurs élèves, parce que cette exposition est surtout destinée aux jeunes. Vous avez dit, quelqu'un parmi nous a dit qu'il avait peu entendu parler de Juste quand il était scolarisé. Maintenant, ça n'est plus du tout le cas. Et on essaye, avec l'aide du rectorat, de montrer qu'il y a eu en France, à cette époque, autre chose que des collaborateurs ou des collaborationnistes, ce qui est encore pire, et qu'il y a eu aussi des gens tout simples qui ont essayé, comme vous disiez les uns et les autres, de tendre la main tout simplement. Je ne sais pas si je peux me permettre de faire quelques rappels historiques d'ensemble. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, le lycée ou le collège sont déjà fort loin. Or, il y a pourtant des éléments historiques de cadre général que Julien n'a pas pu présenter, vu que lui, il s'adresse surtout... Et il retrace surtout son travail universitaire sur les différents justes d'Auvergne. Mais il ne faut pas oublier quel était le cadre français à l'époque de toute la politique antisémite. Et cette politique antisémite, pour faire au plus court, elle date de juillet 40. Donc tout à fait une priorité, comme s'il n'y avait pas autre chose à faire en juillet 40 dans une France qui a connu l'exode de millions de personnes que de s'occuper de virer, il n'y a pas d'autre mot, des juifs déjà de certaines fonctions publiques. Et la politique antisémite, pour retenir les choses les plus graves, ces faits les plus marquants apparaissent dès octobre 1940. Là aussi tout à fait prioritaire, avec les deux statuts des juifs, les juifs français et les juifs étrangers, qui se voient interdire certaines professions, qui se voient d'ailleurs définis comme juifs, comme Madame l'a présenté, de façon beaucoup plus large que les nazis eux-mêmes ne le faisaient en Allemagne. On est juif en France, je crois, avec 2 grands-parents juifs, non pas seulement 1, alors qu'en Allemagne, il en faut 3, si c'est bien. Julien me rectifiera, moi ça commence à être plus loin comme détail. Et ces statuts des juifs donc, sont signés de la main même du maréchal Pétain. On a dit pendant longtemps qu'il n'avait pas apporté toute son attention à ceci. C'est absolument faux. On a maintenant des documents où il fait des annotations en marge qui sont donc tout à fait de sa main. Il était quand même censé lire ce qu'il signait et, en plus forte raison, ce qu'il écrivait en marge comme complément au statut des Juifs. Ce statut des Juifs, on a aussi beaucoup dit pendant très longtemps qu'il avait été imposé par les Allemands. C'est absolument faux. Les Allemands en ont été les premiers surpris de voir que dès octobre 40, le 3 octobre 40, le gouvernement de l'État français, puisque c'est son vrai nom, s'occupe de ce statut des Juifs avec de multiples interdictions professionnelles. Ce statut des Juifs, quand il concerne les Juifs étrangers qui habitent en France, les assigne à résidence. Donc tout changement de domicile doit être en principe interdit ou alors annoté au niveau des commissariats. Et bien insister sur le fait que les Allemands n'avaient rien demandé, rien du tout dans ce sens-là. Donc c'est vraiment au cœur de la politique de l'État français que de pratiquer une politique antisémite. Donc la France est un cas particulier en Europe de ce point de vue.
Autre aspect qu'il faut retenir pour saisir les différents panneaux, un cadre plus général qui est celui de la politique antisémite nazie. Si l'on prend à l'échelle de l'Europe, il y a eu 6 millions de juifs, peut-être plus, qui ont été exterminés à l'initiative des nazis pendant la guerre. Ça représente, pour un pays comme la Belgique, qui est entièrement occupé, 44% de la population juive qui a été exterminée. Aux Pays-Bas, 71%, 91% en Pologne. La Pologne, elle représente la moitié des juifs qui ont disparu pendant la guerre. Alors si on prend la France, pour essayer de cadrer un peu l'exposition, il y avait en France autour de 330 000 juifs, français et étrangers, sur le territoire national en 1939. Évidemment qu'on n'en sait rien avec exactitude, puisque toute statistique ethnique était évidemment interdite depuis le XIXe siècle. Sur ces 330 000 juifs, 76 000 ont été déportés. 2 500 sont revenus. Ce qui veut dire que pour la France, il y a donc eu seulement un petit quart de la population qui a été déportée. On est tenté de dire que, avec des guillemets bien sûr, et 2 500 juifs sont seulement revenus. Donc, il y a eu à peu près 25% de population qui a été exterminée en France, 70 000 à peu près morts. 25%, 71% aux Pays-Bas, pour prendre la situation peut-être la plus comparable. Il y a donc un décalage entre les deux. D'après Serge Klarsfeld, qui a créé cette organisation qui rassemble les fils et les filles des Juifs déportés de France, un bilan qui est somme toute moins dramatique que dans les autres pays ne peut s'expliquer que par la protection que la population française a apportée aux Juifs persécutés, Juifs français ou Juifs étrangers. C'est cet aspect de l'histoire qu'il s'agit de montrer maintenant aux jeunes et aux moins jeunes. À l'intérieur de ce cadre français plus général, il faut poser le cadre de l'Auvergne. L'Auvergne, lors de l'armistice de juin 1940, se trouve presque entièrement en zone libre, sauf un tout petit morceau du département de l'Allier. Au-delà du pont de Règemorte, à Moulins, on était, en partant vers l'est, on était en zone occupée. Mais tout le reste de l'Auvergne était en zone libre. À ce moment-là, la communauté juive en Auvergne est extrêmement nombreuse. Et même, comme le disent les représentants de la communauté juive actuelle, il n'y a jamais eu autant de juifs que pendant la guerre à ce moment-là, en Auvergne. Il y a eu, en 1941, les juifs étaient obligés de se faire recenser. Certains, heureusement, ne l'ont pas fait, ce qui les a probablement sauvés. Mais la plus grande partie ont eu un réflexe légaliste, il fallait se faire recenser, ils se sont fait recenser. En 1941, on comptait 7 450 juifs en Auvergne. Or, maintenant, s'il y a 150 familles juives dans le Puy-de-Dôme, ce qui fait peut-être 600 personnes, ailleurs il n'y en a pas beaucoup, une toute petite communauté à Vichy, et dans les autres départements, pratiquement aucune famille juive. Donc il n'y a jamais eu autant de juifs en Auvergne que pendant la Seconde Guerre mondiale. Or, cette population qui est présente en Auvergne est une population repoussée. Il faut absolument citer la déclaration du maire de la Bourboule, par contre on oubliera son nom, il vaut mieux pour lui, en 1941. Voilà ce qu'il écrit dans un télégramme qu'il envoie au préfet du Puy-de-Dôme, le maire de la Bourboule. Une ville dont dépend en partie l'avenir de la race, déjà, doit être mise à l'abri de tout risque de contamination. La santé de la jeunesse française ne permet pas que l'on l'expose à des dangers évitables. Donc, s'il vous plaît, monsieur le préfet, interdisez aux Juifs de venir habiter à la Bourboule. Or, ces villes d'eau étaient des villes où on pouvait trouver, pendant la guerre, c'était un problème très difficile pour les Juifs, se loger quelque part. L'activité thermale a quand même, sauf à Vichy, paraît-il, connu une chute pendant la guerre. Donc, dans les villes thermales, on arrivait à trouver un logement pour se cacher. Mais pas à la Bourboule, monsieur le maire n'y tient pas. Cette population
avant d'en venir aux panneaux eux-mêmes, c'est aussi en Auvergne une population pourchassée. Je crois que c'est plus parlant pour tout le monde de donner des exemples de rafles. Les rafles ont commencé en Auvergne en août 1942. La première rafle importante du 26 août, 144 arrestations. Ensuite, ils ont été déportés par un voyage interminable qui les a baladés dans toute l'Auvergne avant d'arriver, évidemment, en Allemagne. Parmi les rafles importantes aussi, il y a celle de juin 43, rafle de juifs, hein, je ne parle pas de rafle de résistants. Cette rafle de juin 43 affecte le foyer La Gallia. Vous saviez qu'en Auvergne, enfin vous savez peut-être, il y a eu le repli de l'université de Strasbourg, avait été décidé dès la rentrée universitaire 39. C'était prévu depuis 1936, on craignait quand même quelque chose de précis, évacuer Strasbourg, c'est-à-dire que l'énorme université de Strasbourg s'est repliée sur la toute petite université de Clermont. Ce sont, je crois, 1500 étudiants qui sont arrivés à Clermont, qui ont donc dû submerger les quelques petites centaines d'étudiants auvergnats qui étaient à Clermont. Or, parmi ces étudiants alsaciens, il y avait un pourcentage très notable d'étudiants israélites. Eh bien, ces étudiants, pour certains, étaient logés au foyer La Gallia, rue de Rabanès. Eh bien, la Gestapo a procédé à des arrestations, 37 arrestations au foyer La Gallia, dont 10 juifs. Aucun des juifs n'est revenu de déportation. Autre arrestation, autre rafle importante à Clermont, c'est celle du 25 novembre 1943 à la faculté avenue Carnot. Il y a eu ce jour-là 500 arrestations, mais très vite, la plupart ont été libérés. Il y a eu 130 déportés. Sur les 130 déportés, il y avait 40 juifs. Aucun juif n'est revenu de déportation. Il y a toujours ce décalage entre déportés non juifs et déportés juifs. Les déportés juifs ont vraiment une chance infime d'en revenir. Mais parmi les arrestations de juifs, il faut aussi à Clermont parler de choses plus concrètes par rapport à des gens qu'on a eu l'occasion de rencontrer. En novembre 1943, c'est la famille Braun qui habite Clermont à côté des nouvelles galeries, des galeries de Jaude, derrière, en face de la préfecture. Dans cette famille, il y a 2 enfants, Sam qui a 16 ans, sa petite sœur Monique qui en a 10, et les parents et la grand-mère. La police, qui est la police française, vient les arrêter. Elle a eu l'ordre d'arrêter 4 personnes, elle en emmène 4, c'est-à-dire les 2 parents, les 2 enfants. La grand-mère n'était pas prévue, or la grand-mère est grabataire. Eh bien, la police française ferme la porte, met les scellés sur la porte et laisse la grand-mère à l'intérieur. Et Sam Braun, qui pendant des années après est venu auprès des élèves dans les différents lycées de Clermont pour témoigner, donc parlait de sa grand-mère laissée dans le dénuement le plus total, qui a dû mourir toute seule, abandonnée ainsi par sa famille, par la force et par la police française, qui n'a eu strictement aucune considération pour cette personne. Sam est revenu, il est le seul à être revenu de déportation. Mais on a aussi arrêté, pour donner un autre exemple concret des déportations dans notre région, en janvier 1944 à Chamalières, la famille Partouche. Est-ce qu'elle avait un lien de parenté avec la famille des Casinos? Personne n'en sait rien. Elle était d'origine séfarade. Elle était installée à Chamalières où certains des enfants étaient nés. Voilà ceux qui sont arrêtés. Gérard, 3 ans, certainement un grand danger pour la sécurité publique. Yvette, 16 ans. Estelle, 12 ans. André, 8 ans. Adolphe, 37 ans. Jacques, 43 ans. Julie, 40 ans. Ils sont déportés par le convoi numéro 66 à Auschwitz. Aucun d'eux n'est revenu. Donc en tout, pour le Puy-de-Dôme, pour bien cadrer quelle a été l'importance de ces justes, il y a eu 968 déportés à partir de l'Auvergne. Jusqu'à une date récente, on pensait qu'ils étaient beaucoup moins nombreux. On parlait de 400, 500 déportés à partir de l'Auvergne. Serge Klarsfeld, dans ses travaux, c'est certainement un nom que tout le monde connaît, a mis en évidence le fait que beaucoup plus ont été déportés.
Parmi eux, il y avait donc beaucoup de Juifs qui venaient aussi d'Alsace, qui étaient repliés avec l'Université de Strasbourg, ou des Juifs du Luxembourg. On se demande un peu pourquoi ils étaient si nombreux ici. C'est qu'en fait, quand les Allemands ont occupé le Luxembourg en mai 40, mai-juin, ils ont voulu libérer, entre guillemets, le Luxembourg de toute présence juive, et ils ont mis les Juifs de Luxembourg dans des trains qui sont arrivés vers Vichy. Et il semble bien qu'un grand nombre d'entre eux y soient restés pensant que là, ils seraient tranquilles, ce qui n'a pas été le cas, ce qui explique leur nombre relativement important dans les listes de déportation à partir de l'Auvergne. Sur les 968 déportés d'Auvergne, probablement une vingtaine de rescapés en 1945. Or, 60% de ces déportés l'ont été avant novembre 1942. Je ne sais pas si cette date de novembre 1942 dit quelque chose à tout le monde. C'est la date à laquelle il n'y a plus eu de zone libre. Les nazis occupent, après le débarquement allié en Afrique du Nord, ils occupent la zone dite libre ou non occupée. Or, 60% de toutes les déportations à partir de l'Auvergne ont eu lieu avant novembre 1942. C'est donc bien qu'elles ont été faites par la police française. Alors donc, après, on peut passer aux différents panneaux, mais ça n'est peut-être pas extrêmement simple. Vous expliquez peut-être le nom, là, le Yad Vashem. Yad Vashem, c'est donc l'organisme, Julien vous en a parlé, qui a été créé par Israël en 1953. Le nom Yad Vashem, qui pose problème pour des non-hébraïsants, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est en fait extrait d'une citation d'Isaïe, et je leur donnerai un nom dans ma maison, un nom qui ne sera pas oublié. C'est par contre, pour vous, il ne faut pas oublier quel était le projet nazi: faire disparaître les Juifs de la surface de la terre et faire disparaître jusqu'à leurs souvenirs. Or, l'organisme israélien, son objectif, c'est justement de donner un nom à tous ces gens qui ont été exterminés et qu'ils ne soient pas oubliés. Donc les chiffres que vous avez sur les panneaux ne sont plus tout à fait d'actualité pour le nombre de justes dans le monde. Maintenant, on en est à 26 120, je crois, quelque chose. C'est ça, hein. Pour la France, presque 4 000, 3 958. Et en Auvergne, maintenant, avec les 4, ça fait 200 ou 202. Alors, donc, qui sont les justes parmi les nations? Vous avez des photos ici qui montrent un tout petit morceau du panneau des justes qui est dans le jardin de Yad Vashem. Alors, j'avais pris cette photo parce qu'elle présente un morceau du panneau des justes qui est avec les listes françaises. Et chaque fois que de nouveaux justes sont honorés, on les ajoute à la fin. Ce qui fait que parfois, dans la liste alphabétique, là, vous ne trouvez pas les noms des gens que vous cherchez parce qu'ils ont été reconnus justes bien après. Par contre, ce qu'on ne peut pas manquer dans le jardin de Yad Vashem à Jérusalem, c'est le panneau en l'honneur d'Alice Ferrière, parce que c'est le premier quand on sort du musée proprement dit. À droite, en sortant dans le jardin, il y a d'abord Alice Ferrière, qui est la première femme, là-bas il y a écrit première juste et première femme juste, parce qu'il y a eu un homme qui a été reconnu avant elle. Et ici, vous avez une photo qui a été prise au Panthéon lors de l'entrée des justes de France au Panthéon, au milieu des hommes et des femmes qui honorent la République française. Et il se trouve que sur cet ensemble de photos, vous avez le maire de Gelles avec sa femme, monsieur et madame Quinçat, le boulanger. Il était boulanger à Gelles et maire. Or, c'est eux deux que l'on voit là, au beau milieu de la photo. Là. Et vous avez, vous regarderez ici, monsieur Zouiller, qui est toujours vivant, qui a été reconnu juste, mais pour la région parisienne. Mais c'est vrai que c'est une personnalité de notre région. Il a eu une imprimerie, une librairie pendant très longtemps à Clermont, à Cournon. Et son fils est maintenant typographe à Clermont. Bon, vous avez un certain... Je crois qu'il faut peut-être accélérer, Lucille, non? Bon, alors vous avez ici... J'ai essayé de classer les différentes formes d'aide.
et les motivations, avec des photos d'époque qui sont donc d'une qualité moyenne, qui ont été améliorées dans toute la mesure du possible par le graphiste. Et alors vous avez en particulier ici l'institution Saint-Pierre de Courpierre. Ils ont gardé l'exposition pendant un certain temps à Courpierre aussi, pour bien montrer aux élèves des deux établissements. Il y a un établissement public et un établissement privé, toujours, pour montrer le rôle de leur commune dans le sauvetage d'un certain nombre d'enfants. Mais si Courpierre est reconnu parmi les villages, les petites villes, pardon, où il y a eu des justes, c'est parce qu'il y a eu des enfants qui ont été cachés à Courpierre qui ont introduit la démarche. Parce que sinon, si les témoins n'interdisent pas la démarche, il n'y a pas de juste reconnu. Et il faut insister aussi sur une condition: pour être juste parmi les nations, il ne faut pas être juif. Des juifs qui ont sauvé des juifs ne peuvent jamais prétendre à être reconnus justes parmi les nations. Ça ne peut être que des non-juifs qui obtiennent. Et oui, il y a le prêtre, le père de l'air, oui. En même temps que d'ailleurs le directeur du cours complémentaire, on dirait collège aujourd'hui. Vous avez aussi ici des photos pour vous montrer concrètement qui étaient ces gens qui ont sauvé des juifs. Le commandant, à la fin de la guerre, il était commandant, Maurice Berger de Rion. Là, vous avez ici 2 paysans du Puy-de-Dôme. J'ai essayé de prendre des photos des différents départements de ce qui était notre ancienne région, l'Auvergne. Et puis vous avez donc une enseignante autre que la célèbre Alice Ferrière, qui en fait était originaire de Paris, mais qui s'était repliée à la Palisse, dans l'Allier. Et puis vous avez sûrement les 2 photos de toute la série: le boulanger et la boulangère d'Arolles, les Houillons, qui ont caché 2 enfants pendant la guerre. Louis, qui est en train d'enrouler une, et puis elle, qui boit le café. Et ce sont des gens qui ont caché 2 enfants de juifs pendant la guerre. Et ces photos m'ont été envoyées par François Stupp, qui a été caché donc par eux. À Arolles, à côté. Arolles, c'est entre le Chambon et Saint-Jean. Et vous avez ici un hôtel où étaient cachés des enfants au Chambon. Donc, évidemment, le Chambon, mais aussi, si on a fait ce travail, c'était aussi pour montrer qu'il n'y avait pas que le Chambon. Je n'ai rien particulièrement contre le Chambon. Madame Vauquier, c'est peut-être autre chose. Mais pour le Chambon, on ne parle que du Chambon pour la Haute-Loire. C'est sûr que le travail qui a été fait au Chambon, l'œuvre de sauvetage est exceptionnelle. Mais il y a aussi Maurice Berger à Rion, il y a le père de l'air à Courpierre. Bon, il y a des gens aussi tout simples qui ont été nettement moins connus. Vous avez évidemment ici le pasteur, parce que celui qui est en fait à l'origine du sauvetage de Juifs, probablement par centaines au Chambon, c'est le pasteur Trocmé et sa femme. Parce que lui s'occupait des choses les plus importantes, mais concrètement, l'intendant, c'était elle. C'était Magda Trocmé. Alors, ces enfants sont cachés. Pourquoi au Chambon? Parce que le Chambon, dès la fin du XIXe siècle, avait des sortes de colonies de vacances ou de maisons d'enfants pour les enfants de mineurs de Saint-Étienne, qui étaient plutôt du genre palichon. Donc, au Chambon, 1000 mètres d'altitude, le bon air, et ça leur redonnait les joues roses, comme on disait à l'époque. Et par exemple, le grand historien Vidal-Naquet est passé au Chambon quand il était gamin, lui aussi, et puis après, il s'y retrouvait en tant que juif, en train de se cacher d'ailleurs, pendant la guerre. Il avait 14 ans. Et on voit des enfants qui ont une vie presque normale, qui jouent dans la neige, à l'époque il y en avait, donc, et qui arrivent de la région de Saint-Étienne ou de Lyon par le train, la fameuse galoche qui a existé bien après la guerre, un train dans lequel vous pouviez monter et descendre sans qu'il s'arrête, parce que, vu sa vitesse de pointe à 20 à l'heure, ce n'était pas un problème. Le Chambon a reçu un hommage exceptionnel de la part de Jacques Chirac, à qui il faut quand même rendre hommage par le fait que c'est le premier chef d'État qui a reconnu officiellement la responsabilité de la France dans ce qu'il appelle l'irréparable. Jusqu'à présent, on tournait autour du pot, Vichy, ça n'était pas la France, etc., etc. Le gouvernement de l'État français était parfaitement légal. Pétain a reçu les pleins pouvoirs constituants le 10 juillet 1940 et
eh bien, c'est lui qui a décidé, et son l'État français, la déportation des Juifs. Et il a fallu attendre Jacques Chirac, 1995, pour reconnaître que la France avait franchi un pas et qu'il faudrait toujours assumer ce qui a été fait. Et de ce point de vue, le Chambon a reçu un diplôme d'honneur, comme le disait Julien, pour l'ensemble de son action de sauvetage envers les Juifs. Le Chambon-sur-Lignon est la seule région, avec le plateau, le Chambon et le plateau, à recevoir cette distinction, ainsi que avec le village des Pays-Bas qui s'appelle Nieuwland. Il y a peut-être quelqu'un qui corrigera la prononciation. Et à ce titre, ils ont donc dans le jardin de Yad Vashem, à Jérusalem, une plaque spéciale qui est évidemment, heureusement, écrite en français aux habitants du Chambon et des communes voisines, parce que les communes comme le Mazet-Saint-Voix, à côté du Chambon, ont eu un rôle considérable dans le sauvetage. Alors pourquoi le Chambon a-t-il été un pôle de sauvetage d'une telle ampleur? Le passé protestant de cette petite ville, les gens du Chambon n'aiment pas qu'on dise village, joue indiscutablement. Les protestants, après la révocation de l'édit de Nantes, comme chacun sait, par Louis XIV, eh bien, ont été persécutés. Ils se sont repliés dans les Cévennes et le plateau ardéchois, ici, enfin, même si le Chambon est dans la Haute-Loire, l'Ardèche est au moins à 7 km. À partir de Saint-Agrève, vous êtes dans l'Ardèche. Eh bien, dans cette région de résistance, il y a eu donc un sentiment d'urgence. On ne peut pas laisser les populations persécutées comme ça par le gouvernement. On se doit de les assister, sans en faire toute une montagne, c'est le cas de dire, parce que l'action essentielle de beaucoup de paysans du Chambon, ça a été d'accueillir et de se taire. Surtout ne pas causer de ce qu'ils faisaient, c'était le plus important. Et c'est ce qu'a fait l'ensemble du village pendant toute la guerre. Il y a eu une ou deux actions de la Gestapo ou de la police française contre le Chambon. La plus dramatique, c'est celle qui a conduit à l'arrestation de jeunes qui habitaient le foyer des Roches, avec la déportation du neveu du pasteur Trocmé, Daniel, qui a été déporté et qui n'est pas revenu. Mais la plupart du temps, quand la police française ou les gendarmes, à plus forte raison, essayaient d'intervenir pour arrêter des enfants juifs qui étaient présents et cachés au Chambon, puisqu'ils étaient des dizaines à la fois, eh bien, ça s'est conclu par des coups d'épée dans l'eau. Les gendarmes, d'ailleurs, très souvent, passaient au bistrot pour dire on va s'occuper des enfants, etc. Le temps qu'ils boivent un petit canon, eh bien, le message était parti et abouti là où il fallait. Et comme le disent certains enfants qui maintenant ont bien grandi, disent on nous envoyait aux myrtilles. À ce moment-là, à certaines saisons, ça paraissait bizarre parce que des myrtilles, il n'y en avait pas beaucoup, mais ça permettait ainsi de les mettre à l'abri. Combien de Juifs ont été sauvés au Chambon? On a parlé de 2000, c'est probablement, d'après Patrick Cabanel, que Julien a cité aussi, qui est l'historien le plus concerné, qui connaît le plus de choses sur cette question du Chambon. Quelques centaines, c'est déjà énorme. Parce qu'il faut avoir des noms. On ne dit pas 2000 comme ça, 2000, mais qui s'appelait comment? Bon, non, probablement quelques centaines, mais c'est déjà considérable. Alors après, il y a un panneau qui est consacré à Lise Perrière. C'est, si l'on veut, la gloire locale, enfin, auvergnate. Elle-même, d'ailleurs, n'était pas auvergnate, puisqu'elle est née à Paris. Et elle était professeure de mathématiques, comme quoi rien n'est perdu. Et elle a été envoyée à Murat, dans le Cantal. Et là, elle a utilisé des circulaires de l'État français qui demandaient d'aider les compatriotes en difficulté. Et elle écrit carrément que les compatriotes les plus en difficulté, selon elle, ce sont les Israélites. Ce n'était peut-être pas exactement la population désignée par la circulaire de l'État français. Et elle associe ses élèves à son action de sauvetage tout en prenant des précautions, parce qu'elle n'est pas complètement irresponsable.
Ces élèves peuvent apporter des colis de leur ferme. On mangeait quand même mieux dans les fermes du Cantal qu'à l'intérieur des grandes villes, même seulement de la taille de Clermont. Donc elle pense que ces jeunes élèves peuvent amener des colis qu'elle envoie à des associations israélites, en particulier sur Clermont. Alors, mais aussi, elle reçoit des enfants. Et elle organise tout un placement de ces enfants dans toute la région de Murat. Et elle va, à ski d'hiver, vérifier si les enfants sont correctement soignés pour ceux qui ne viennent pas à l'école. Parce que elle place loin de Murat les enfants les plus jeunes qui ne pourront pas de toute façon venir à l'école. Ceux qui doivent aller à l'école, qui sont en âge d'y aller, sont placés à Murat ou dans l'immédiat, les immédiats. Et elle surveille. Ce qui est un peu étonnant aussi, et là ça demanderait des travaux de recherche, mais je pense que Julien va faire des émules, comment est-ce qu'on arrivait à payer toutes les familles, parce qu'elle recevait un paiement, chaque mois, Alice Ferrière passait dans les familles pour donner le prix de la pension pour les enfants. D'où venait cet argent? Et elle faisait des reçus. Et par ailleurs, vous avez ici le journal qu'elle tenait, qui tient à la limite de l'inconscience, parce que quart d'heure par quart d'heure, elle explique comment elle cachait tel et tel enfant chez un tel. Si ce journal était tombé entre certaines mains, les conséquences auraient pu être dramatiques. Mais elle cherche aussi des bonnes familles. Elle ne veut pas n'importe qui pour garder les enfants. Et quand il y a un petit problème, par exemple une petite qui manque l'école parce qu'elle s'occupe de la dame chez qui elle est hébergée, elle dit, il ne faut pas exagérer, c'est pas le contraire. C'est la famille qui doit s'occuper de la petite et non pas la petite qui doit s'occuper de la dame qui est un peu fatiguée, etc., qui est un peu malade. Donc, un personnage tout à fait exceptionnel. Elle est de famille protestante, mais elle a toujours dit qu'elle était d'un milieu protestant, mais absolument pas pratiquante, et que ce ne sont pas des convictions religieuses qui l'ont poussée à avoir ce rôle. Elle a probablement sauvé des dizaines d'enfants. Il fallait les faire venir jusqu'à Murat, c'est quand même pas si tout à fait un grand axe. Beaucoup venaient de la région de Marseille. Bon. Vous avez ici, contrairement à Alice Ferrière, qui est un personnage quand même un peu hors du commun, on a voulu, et Julien aussi a rencontré, comme moi, Maria Holop-Thomas, qui est toujours vivante, on a voulu vous présenter un exemple d'une dame qui se veut tout à fait ordinaire et qui dit encore aujourd'hui, moi j'ai rien fait de spécial. J'ai ouvert ma porte, j'ai pris un petit gamin hongrois, c'est le hasard qui a voulu ça, elle dit c'est l'histoire qui m'a porté. Maria Holop, à l'époque, est d'une famille d'origine hongroise. Vous me demandez ce que faisaient des Hongrois à Brasac-les-Mines. Son père était mineur et il avait fait venir sa famille après avoir fait lui-même tout un début de Tour de France dans les houillères pour travailler à droite et à gauche. D'ailleurs, son père est mort de silicose pendant la guerre. Et donc, ce sont des Hongrois. Elle a 20 ans à peu près pendant la guerre. Et elle est à Brasac-les-Mines, exactement à Oza, sur Allier. Et c'est là qu'arrivent des Juifs hongrois qui se cachent, la famille Tempel en particulier. Donc, vous avez une photo du couple ici. Ils arrivent à Oza. Et très vite, en 1942-1943, ils se rendent compte qu'il y a peut-être un certain danger. Ils ont un petit garçon, Georges, qui a donc 5 ans. Et là, Catherine Tempel a demandé à Maria, au cas où il y aurait un problème, elle dit, s'il m'arrivait malheur, est-ce que vous pourriez vous occuper de mon petit? Elle a dit, pas de problème, et elle l'a pris. Et quand effectivement il a fallu que Catherine et le père Salomon se cachent, et puis après, ils ont été tous les deux déportés. Ils ont été arrêtés de façon séparée. Salomon, le père de Georges, a été arrêté à Toulouse, d'ailleurs à la place de son frère. Il a été déporté à la place de son frère et il n'est pas revenu. Mais sa mère, Catherine, a bien été arrêtée dans la région de Brasac-les-Mines. Et le petit Georges est resté chez Maria, il allait à l'école. On a une photo ici qui est prise
à Brassac-les-Mines, quand il est dans son petit costume, comme on habillait les enfants à l'époque. Il allait à l'école, personne n'a posé de questions à Brassac. Il paraît qu'à l'époque, il était d'usage de voir des enfants qui étaient comme ça, hébergés, venant de la ville. On ne demandait pas trop de renseignements. Et il se trouve qu'à Brassac, d'autres juifs aussi ont été arrêtés et déportés. Et ne sont pas revenus. Il y a donc un monument à Brassac à la mémoire des juifs qui ont été déportés. Vous avez en dessous une photo de Maria en 2009 et une photo de la famille Tempel. Georges, c'est celui qui est là au milieu avec la casquette, vous verrez de plus près. Il est revenu du Chili où il habite maintenant. Sa famille est venue d'Israël le jour où où Maria a reçu la médaille de juste parmi les nations. Maria a eu un parcours extrêmement bizarre. Je vous conseille de lire le témoignage de son interview avec Julien dans son ouvrage. Maria, maintenant, a 95 ans. Elle est née en 1921. Elle habite à Beaumont, donc vraiment tout près. Et la ville de Beaumont, bien sûr, avait reçu l'exposition et avait reçu Julien aussi pour une conférence comme ici, comme l'ont fait un certain nombre de villes qui ont des justes dans la région Auvergne. Et puis vous avez le cas à la fois de la personnalité la plus importante à l'échelle régionale, mais aussi la plus discutée parmi les justes, parmi les nations, c'est le cas de Monseigneur Piguet, l'évêque de Clermont, qui était sans aucun doute un pétainiste convaincu. On a une multitude de textes de sa part, d'écrits, de sermons où il incite à respecter le maréchal, à ne pas se diviser, où il cible précisément la résistance comme un facteur d'affaiblissement. Et pourtant, il est maintenant certain qu'il a sauvé une quarantaine d'enfants. Dans une très grande discrétion, les enfants ont été placés, ils n'ont pas été cachés à l'évêché à Clermont, mais cachés dans des institutions religieuses, donc celle de Courpierre, chez le Père de l'Air, à Pont-Gibaud, la Tour d'Auvergne. Et puis pour les filles, mais c'était beaucoup plus facile de cacher les filles dans des institutions religieuses à Clermont. Mais à côté de lui, là, Julien l'a bien précisé, d'autres personnes ont participé au sauvetage de ces enfants juifs, donc une quarantaine. Et alors il a été arrêté, Monseigneur Piguet. Pendant longtemps, on a cru que c'était pour ces motifs là, de fausses cartes d'identité religieuse, de soutien à des prêtres résistants. Il est probable que, c'est Julien qui l'a montré, qu'il a été arrêté pour des raisons plus importantes. Son refus, vous me corrigerez si je me trompe, là, son refus de placer des batteries de DCA sur les édifices religieux de Clermont au printemps 1944, des batteries qui auraient donc pu être utilisées par les Allemands contre l'aviation alliée qui venait attaquer les usines de Clermont. Et c'est probablement, en particulier, les Allemands voulaient une batterie sur la tour principale de la cathédrale. Évidemment, il a refusé, il a été arrêté dans la sacristie de la cathédrale et il a été déporté. Il a été déporté d'abord en Alsace, après un passage obligatoire au 92 au régiment de Clermont. Il est quitté la prison de Clermont. Il a été déporté au Struthof en Alsace, pas très loin de 50-60 km de Strasbourg. Et de là, après, il a été emmené à Dachau. Et il a eu la chance d'en revenir vivant. Il faut dire qu'il est donc déporté arrêté au printemps 44. Mais enfin, quand même, il n'était pas tout jeune. Il est né en 1887. Mais il a été déporté dans des conditions matérielles qui n'étaient pas, heureusement pour lui, celles de l'ordinaire des déportés. Il faisait partie de ces déportés que les nazis, à la fin de la guerre, mettaient un peu de côté et gardaient en assez bonnes conditions physiques, même si pour Monseigneur Piguet, ça a été très dur, parce qu'il était, comme on dit toujours, très prince de l'Église.
et que réduit au rang d'un déporté, ça, il le vivait très mal. Il n'avait plus ses domestiques, et ça, les témoins disent que c'était assez... Ça lui manquait beaucoup. Mais enfin, il en est sorti vivant, et il faisait partie de ces déportés que les nazis auraient voulu éventuellement échanger à la fin de la guerre. Donc il est rentré à Clermont au printemps 1945 dans une véritable manifestation de délire collectif à Clermont. Quand il est revenu, il était méconnaissable, il avait quand même énormément maigri, mais il est resté après lui la guerre, il a été reconnu juste, bien sûr, en 2000, hein, c'est ça, 2000 ou 2001, c'est Monseigneur Simon qui avait reçu la médaille à sa place, mais c'était juste un peu encombrant. Il avait été pétainiste, comme il était à Clermont, à côté de Vichy. Le maréchal, comme on le voit ici, le 11 novembre 40, venait souvent l'honorer de sa visite, ce qui, après-guerre, pour Monseigneur Piguet, était un peu ennuyeux, parce qu'on le voyait souvent sur des photos avec le maréchal. Mais ça montre bien aussi l'ambivalence qui était celle de beaucoup de gens à cette époque, qui, d'un côté, comme le Monseigneur Piguet était tout à fait pétainiste, et d'un autre côté, par humanité, pour Monseigneur Piguet, je pense pour raisons religieuses aussi, bien sûr, ont voulu sauver ceux qui étaient pourchassés par la politique nazie. Mais je crois qu'il faut pouvoir lire assez lentement les différents panneaux. Et l'exposition, elle est là jusqu'au 16-17, mais elle peut rester plus, puisque pendant les vacances dites de Noël, personne d'autre ne l'a gardée si vous la demandez. Donc si vous voulez la garder, ne vous gênez pas. Il vaut mieux qu'elle soit ici. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Donc, au nom de la municipalité, on souhaite vraiment remercier Madame Ravel et Monsieur Boucher pour leurs deux interventions, pour nous avoir fait partager ce matin leur témoignages, leur expertise sur cette période. Merci aussi à tous les participants, puisque vous êtes nombreux à vous être déplacés ce matin. Et tout à l'heure, lors des échanges, après la conférence et avant l'intervention de Madame Ravel, vous nous avez, par vos témoignages, fait sentir une réelle émotion dans la salle. Donc, on vous en remercie. On vous invite à présent à déambuler autour des panneaux. N'hésitez pas à interpeller Julien Boucher ou Madame Ravel. Et puis on vous invite bien entendu à boire un verre et à partager avec nous et avec eux d'autres témoignages de façon un peu plus informelle autour du verre de l'amitié. On vous remercie donc de votre présence. Cette exposition va rester accessible jusqu'au moins le 16 décembre et on se retrouvera tous dans cette salle, j'espère, à l'occasion de la commémoration de la rafle. Pour vous dire aussi que le vendredi, on aura la présence de Guy Schmoss, qui est un ancien militant syndical et ensuite qui est devenu sénateur en Seine-et-Marne. Et Guy Schmoss fait partie des enfants qui ont été à Saint-Julien-de-Coppel, chez les deux sœurs Goury, qui ont été cachées. Voilà. Donc on le remerciera de sa présence. Et il y a quelques années, il était venu à Saint-Julien-de-Coppel. Je me tourne vers Madame Avit et Monsieur Vauris de Saint-Julien. C'est là qu'on a deux personnes justes qui avaient un pensionnat dans le hameau de la Tourelle, qui ont permis de cacher des enfants pendant la guerre. Voilà.